Désolé pour ce contretemps, petit souci technique entre Zoom et Webinar Jam, et quand on est dans l'urgence, c'est toujours un peu compliqué. Je suis ravi d'être de nouveau avec mon compère Nicolas Delinière de Sales Odyssey, avec qui on a produit Q2C Selling, dont on vous a déjà parlé. On vous en a parlé pendant la production du livre, en testant la méthode avec vous, en faisant des allers-retours, etc. Le livre est sorti le 24 février, on vous en a parlé le 25 pour vous présenter la méthode du bouquin. Là, l'idée, c'était de travailler, de vous présenter plus, une fois qu'on a construit la première étape de la méthode et qu'on a construit le go-no-go tree, la façon dont on va enrichir chaque branche du process avec des conversations, avec des stories, avec aussi des contenus. Et c'est de ça dont on va parler avec Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et navré pour les problèmes techniques. Donc, effectivement, je suis un des cofondateurs de Sales Odyssey. On a bossé avec Gabriel sur le Q2C Selling pendant un petit moment, hein, plus d'un an. Donc, ouais, l'objectif aujourd'hui, c'est on vous a présenté donc la méthode de structuration du process de vente la dernière fois. Et quand on a créé la méthode, on s'est rendu compte donc c'était très bien, ça marchait très bien, cette structure du process de vente. Mais si on veut qu'un process de vente fonctionne, que vous vendiez effectivement plus et plus vite, il fallait qu'on puisse proposer des vrais outils terrain pour les commerciaux qui, pendant leurs entretiens de vente, gagnent en efficacité grâce à ces outils. Ces outils d'enrichissement, donc tu les as cités, Gabriel, les principaux, c'est les conversations, les contenus, les stories. Alors, on parle aussi de tâches et de modalités dans l'ouvrage, mais qui sont un petit peu plus, pas anecdotiques, mais en tout cas plus restreints. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment ces trois grands types d'outils vont être utilisés par les commerciaux pour améliorer leur efficacité. Il y a plusieurs pas prérequis, mais en tout cas, il y a plusieurs dogmes, on va dire, dans notre manière d'approcher ces outils que je voudrais vous présenter. Le premier, c'est que, alors on en entend beaucoup parler, cette phrase, on la voit passer, je pense, 2 fois par jour sur LinkedIn, un bon commercial doit écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Alors c'est en partie vrai, mais ça veut quand même dire qu'il doit parler. Et du coup, toutes les méthodes qui consistent à ne poser qu'une liste de questions et à oublier ce que doit transmettre le commercial passent à côté d'une bonne vente, en fait. Et le fait d'aller dans les deux sens, ça porte un nom, ça s'appelle une conversation. Donc, les fameuses conversations qu'on a mis dans la méthode, c'est 14 conversations qui vont pouvoir rythmer n'importe quel process de vente. On a préféré structurer les process de vente autour de ces conversations parce qu'en fait, elles s'affranchissent de notions type combien de rendez-vous je dois faire. Ça dépend en fait des secteurs et de ce que vous vendez. L'important, c'est que toute vente doit passer par ces 14 conversations qui sont réparties dans les 3 phases de la vente: la qualification, la proposition de valeur et le closing. Je vais vous les présenter un peu plus en détail après. La deuxième croyance qu'il y a derrière ces outils, c'est qu'aujourd'hui, la vente a beaucoup changé, notamment parce que on parle souvent des 2/3 du processus de décision qui se fait en dehors des interactions directes avec le commercial. Il y a beaucoup de points de contact au cours d'un processus de vente, et il y en a beaucoup qui se font en ligne, vraiment en dehors de tout contrôle de l'équipe commerciale. Et les contenus, c'est une réponse à ça. Les contenus, ils sont là pour faciliter le travail du commercial, mais aussi pour transmettre des informations et garder le contrôle sur son processus de vente pendant les phases entre les rendez-vous. Et donc là aussi, il y a plusieurs types de contenus. On est rentré beaucoup dans les détails pour vous donner un maximum d'idées de comment utiliser les contenus à votre avantage pour garder le contrôle sur votre vente. Et la dernière étape, c'est les stories. Il y a beaucoup de techniques de vente qui visent à améliorer l'impact de son argumentaire. Et c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, mais elles passent, à notre avis, à côté d'un concept majeur qui a été bien pris en main par les équipes marketing, mais pas assez par les équipes commerciales. Et ce concept, c'est les stories, les histoires. On est conçu en tant qu'être humain pour être sensible aux histoires. Et donc, on a travaillé avec Gabriel à créer un template, un canevas de construction d'une histoire qui va permettre de
présenter votre argumentaire de manière beaucoup plus impactante. Parce qu'une histoire, c'est pas simplement des caractéristiques qu'on va pousser, pas simplement des bénéfices qu'on va pousser. Je fais référence au CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Très simple de présenter un argument comme ça, mais ça oublie tout un tas d'aspects qui vont être extrêmement importants dans notre dans notre capacité à convaincre notre interlocuteur, qui sont les émotions, la capacité de projection, la mise en situation de l'utilisateur dans l'utilisation de votre solution, que ce soit un produit ou un service. Donc voilà, les 3 grands concepts: conversation, story et contenu, et les croyances qui sous-tendaient un petit peu cette conception. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, on a Loïc Simon dans le chat qui n'est pas d'accord avec ton paradigme des 2 oreilles, ni non plus des 2 tiers. Mais on doit quand même le saluer pour le fait, c'est lui qui m'a fait connaître 7 Theories Every Salesperson Must Tell. Qui a été une grosse inspiration pour nous. Ouais. Dont on s'est inspiré pour travailler toute cette partie sur les stories qui est effectivement un élément clé de l'enrichissement. Je ne sais pas si tu as matière à répondre ou pas d'accord. Il faudrait qu'il soit peut-être plus étayé pour que oui, c'est ça, tu puisses contre-argumenter. Mais quelle partie? C'est qu'il parle 2 fois plus qu'il n'écoute, ou ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un peu plus d'éléments pour pouvoir te répondre, Loïc. Et donc effectivement, c'est l'idée derrière. Alors, les conversations, je vais pouvoir vous en détailler parce que c'est un gros morceau et c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé pour tout vous dire. Les principaux retours que j'ai de toutes les personnes qui ont découvert la méthode depuis qu'elle est sortie, et puis même pour ceux qui l'ont testé avant, c'est énormément autour des conversations, parce qu'elles leur ont permis de débloquer beaucoup de choses dans les entretiens de vente. Et du coup, n'hésite pas, Loïc, à préciser, et je te répondrai dès que j'ai les éléments. Pour les conversations, on les a découpées donc en qualification, proposition de valeur et closing. Donc pour rappel, la qualification, l'enjeu c'est est-ce que je suis la bonne entreprise, la bonne personne pour répondre aux besoins de mon client? Quel est le besoin de mon client? Et est-ce que c'est le bon client pour moi? Parce que ça, c'est quelque chose de très important dont on a parlé la dernière fois. Derrière le Q2C selling, il y a aussi la croyance que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à traiter. La deuxième phase, la proposition de valeur, c'est convaincre que effectivement ma solution est la bonne pour ce client. Et le closing, c'est déclencher la prise de décision. Parce que l'ennemi d'un bon développement commercial, c'est pas forcément d'avoir un non, c'est de ne pas avoir de réponse. Vous ne devez pas vous retrouver avec des processus de vente qui n'aboutissent à rien, vous ne savez pas où ils en sont. Les CRM sont remplis d'opportunités zombies et ça, c'est un vrai problème. Les conversations de la qualification, c'est les plus nombreuses. On en a listé 6. J'aurais peut-être dû préparer la version PDF du livre parce qu'on a un super tableau pour vous qui les détaille tous. Je vais essayer de vous le montrer. Elles sont ici. Ah, bon. On a une double page qui vous les présente. Vous n'allez pas voir grand-chose malheureusement. Tu veux que je le cherche pendant que tu parles ? Ouais, je veux bien. Je pense que ce sera plus facile. Ouais. Du coup, les 6 conversations sont les conversations sur l'identité, le parcours, la conversation probatoire, la conversation sur le problème, la conversation sur la valeur du problème et la conversation sur l'avenir. Alors, à la grande différence d'une liste de questions, ces conversations, elles ne sont pas chronologiques, c'est-à-dire qu'elles sont conçues pour que vous puissiez naviguer en fait entre ces conversations au cours d'un entretien. Et leur objectif est, alors pour la page que Nicolas, tu demandes, c'est page 220. Puis après, tu as le détail des conversations dans les pages suivantes. Le principe, c'est qu'on puisse naviguer, c'est pas chronologique, on ne fait pas une conversation après l'autre, même si on suggère un ordre au départ. Et chacune des conversations va permettre d'identifier ou de récupérer un certain nombre d'informations. Sans rentrer dans le détail de chacune des conversations, parce que je ne vous cache pas que c'est un chapitre assez costaud dans le bouquin, je vais vous donner un exemple. Une des questions que nous, on a le plus souvent dans les difficultés des commerciaux, notamment les commerciaux juniors, c'est comment est-ce que j'aborde la question du budget. En fait, cette question du budget, on peut la faire remonter avec plusieurs conversations, notamment la conversation sur la valeur du problème, mais on peut la faire ressortir aussi sur la conversation probatoire,
Et l'objectif, c'est vraiment de trouver plusieurs angles potentiels pour aborder les questions importantes pour vous. L'idée n'est pas de poser la question à son client directement. Quel est votre budget? Généralement, il n'y a pas de réponse, ou c'est toujours très très difficile à apporter. Pour donner un petit peu d'éléments, la conversation sur l'identité repose sur le principe que la vente, c'est aussi créer un lien de confiance entre deux personnes, enfin au moins deux personnes qui sont impliquées dans la vente. Et donc, ça consiste simplement à pouvoir se présenter, présenter le commercial, présenter l'interlocuteur, comprendre son contexte, qu'est-ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. C'est ces éléments d'identité, en fait, qui vont vous permettre d'avancer et d'avoir un ancrage de contexte. La conversation sur le parcours, c'est une conversation assez... là aussi, on a eu beaucoup de retours. L'idée, c'est pas simplement d'interroger d'échanger avec votre prospect sur qu'est-ce qui l'a amené à vous rencontrer aujourd'hui, mais c'est échanger réellement sur le parcours qu'il a eu avant, le parcours qu'il va avoir avec vous et le parcours qu'il aura après avoir pris sa décision. Basiquement, ça se traduit avec un contenu dédié dont on parlera après, mais qui va être présenter le processus de vente à ce client-là. C'est extrêmement important parce que ça permet en fait de très très vite avoir une vision du niveau de maturité de son prospect. Parce que je vous le donne en mille, la plupart du temps, quand on présente un process avec une date de prise de décision, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça implique pour eux, les prospects qui vont être là mais qui sont pas réellement encore engagés dans un processus de décision, qui ne font que regarder, vous allez tout de suite les identifier. Et vous allez tout de suite pouvoir savoir si ça vaut le coup ou pas de poursuivre votre process de vente. Alors, Juste interromps un peu, on a une question de Gérald qui dit: n'avez-vous pas oublié le fondamental du type de commercial qui utilise la méthode chasseur-éleveur sans les transformer en robots désalignés? Alors là, on est dans la méthode Q2C Selling, c'est vraiment une fois que vous êtes face au client. Donc, on n'est pas sur la phase de prospection. Après, le fait que ce soit de la chasse ou de l'élevage, c'est-à-dire est-ce que je suis en train d'ouvrir un compte ou est-ce que c'est un compte existant sur lequel je veux faire de l'upsell, ça reste un processus de vente et ces conversations, elles vont être utiles. Je prends un exemple sur, mettons que vous travaillez depuis un an et demi avec un client et vous êtes en train de travailler une nouvelle opportunité parce que vous avez identifié qu'en fait, vous pouvez faire un upsell important. Est-ce que la conversation sur l'identité est disqualifiée du fait de l'ancienneté de votre relation avec ce client? Non, parce qu'en un an et demi, il se passe des choses. Il s'est passé des choses pour vous, il s'est passé des choses pour votre client. Et faire un raccourci, ce serait peut-être un petit peu dangereux. C'est vrai pour le parcours. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'ils envisagent cet upsell ou en tout cas qu'ils envisagent d'élargir le champ d'action? C'est important de récupérer ces informations-là parce que pour les convaincre, vous allez avoir besoin d'utiliser les éléments qui vont revenir. Ces conversations, elles sont pertinentes quel que soit le cas. Est-ce que c'est une vente à froid ou une vente chez un client existant? Évidemment, leur teneur va être différente. Les questions potentiellement seront différentes aussi, mais elles restent pertinentes. L'idée n'est pas que chaque conversation se fait sur un rendez-vous, hein. C'est-à-dire qu'un rendez-vous peut retracer l'ensemble des conversations. Donc, moi, je pense vraiment que, voilà, quel que soit le type de vente, si c'est de la chasse ou de l'élevage, ça fonctionne. Si c'est de la fidélisation ou une ouverture de compte, ça fonctionne. En réalité, ça fonctionne même quand c'est pas vous qui avez la main sur le process d'achat, à savoir, vous êtes dans un appel d'offres. Vous pouvez avoir ces conversations lors des échanges. Et en fait, vous devez les avoir pour enrichir votre réponse. Et moi, je voulais répondre à un autre élément de la question de Gérald qui parle de sans les transformer en robots désalignés. C'est justement tout l'objet de cette notion de conversation sur laquelle on insiste dans le livre, c'est d'avoir des vraies conversations et pas des scripts. Tel qu'on perçoit la conversation, on donne pas des questions à poser systématiquement, des phrases à répéter, des astuces un peu scriptées et fermées. On est plus sur vraiment une notion de conversation qui est de se dire on doit avoir un vrai échange et comme l'a dit Nicolas au début, un échange où on parle et le client parle et on s'interpelle et on réfléchit ensemble et qu'on construit ensemble sur cette compréhension de ces différents sujets que sont l'identité, le parcours, etc. Et dans ce cadre-là, on n'est pas dans quelque chose de scripté, on n'est pas dans un truc de robot, on est vraiment dans une démarche, comme le dit Nicolas,
d'être entre humains. Et dans un prochain webinaire, on vous présentera SalesDeck, qui est l'outil logiciel imaginé à partir de la méthode Q2C Selling et de nos réflexions sur la méthode. De la même façon, on a voulu casser le côté robot que peut être porté quand même par l'arbre de décision qu'on a conçu dans la méthode. Et ça, on l'a cassé en utilisant un système de cartes qui vient donner de la fluidité en permettant de pas nécessairement avoir à suivre complètement la notion d'arbre de décision, mais plutôt à pouvoir laisser la main sur le commercial, sur les différents sujets qu'il veut aborder quand il veut l'aborder. Donc là-dessus, on est très aligné, Gérald. Il faut, et c'est ça qui est compliqué dans tout ce qui est lié aux méthodes de vente et même aux outils pour soutenir les commerciaux dans la vente, c'est qu'il faut à la fois préparer, assister, et souvent la préparation et l'assistance n'est pas assez bien menée, conduite et assez faite, sans pour autant brider et sans pour autant faire que retrouver des robots. Un commercial B2B n'est pas un téléconseiller de centre d'appel. Il y a beaucoup plus d'intelligence conversationnelle, de liens humains, de travail de découverte de problèmes et de situations qui sont jamais les mêmes d'un client à l'autre. C'est pas une box internet qu'il faut d'abord brancher, débrancher, tester avec un protocole d'un arbre de décision hyper structuré. Faut trouver de la liberté, comprendre, s'adapter. Et ça se fait pas avec des scripts. Malgré tout, néanmoins, il faut pas oublier de poser certaines questions. Il faut pas oublier d'obtenir certaines réponses qui vont permettre de progresser dans le process. Et ça, ça demande à trouver vraiment le bon mix entre préparation assistante d'un côté et autonomie, liberté de l'autre. Et c'est ce qu'on exprime dans le bouquin à travers des mots et des phrases. Et c'est sur quoi on a beaucoup travaillé dans le logiciel SalesDeck qu'on vous présentera le 13 mai, avec un système de cartes qui crée de la liberté tout en assistant. Et pour aller un peu plus loin dans... Alors, pourquoi, Gérald, pas d'accord sur les commerciaux actuels scriptés appelés Salesforce? Je comprends pas ce point. Si tu peux le préciser, Gérald, je suis preneur. Là où je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est que là, on vous présente dans l'ensemble les conversations qui sont un gros morceau du livre. Dans toute la deuxième partie du livre, vous avez des tas d'astuces pour... ça peut être des questions ou des icebreakers ou des éléments d'introduction de ces conversations pour aider les commerciaux à initier ces conversations et à aborder ces sujets. Mais effectivement, on voulait s'éloigner du script avec une liste de questions assez inflexible, parce qu'on a tous été en rendez-vous client avec quelqu'un qui suit un script et on a tous été un peu frustrés par cette expérience. Et en fait, même les commerciaux sont en général très frustrés là-dessus. Donc l'idée, c'était de créer un outil qui est plus facile à utiliser, beaucoup plus interactif et qui permette quand même de structurer la vente et de récupérer toutes les informations dont on a besoin pour évaluer sa progression. On peut peut-être avancer. Je laisse avancer, et puis si Gérald nous précise son point. Ouais, ça marche. Si tu veux, on peut passer aux autres conversations, celle sur la proposition de valeur et le closing. Encore une fois, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, c'est pas l'objectif, mais vous avez sur des conversations qui sont complètement différentes pour chacune des phases. La proposition de valeur, il y a deux éléments très importants, c'est échanger autour de la solution et de ce qu'elle va permettre. Ces deux conversations, c'est la solution et l'avenir rendu possible. Très important cette deuxième, parce qu'elle est généralement oubliée dans un processus de vente. Ne présentez pas que votre solution, mais comment cette solution va permettre à votre prospect d'atteindre son objectif et d'aller au-delà. C'est hyper important de le projeter. Et il y a une deuxième étape qui est de dire, en fait, vous n'êtes probablement pas le seul à faire votre proposition de valeur. Vous avez des concurrents et votre prospect
n'est pas le seul à prendre la décision, potentiellement, il y a d'autres décideurs. Et donc, il faut avoir cette conversation. Qui sont les autres personnes à convaincre? Quelles sont leurs interrogations? Comment est-ce que je peux organiser une rencontre avec eux pour pouvoir traiter de l'ensemble des décideurs? Et qui sont les concurrents? Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme approche? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette approche? Ça, c'est une conversation qui est généralement évitée par les commerciaux. On préfère se dire, bon, on verra bien, hein, on va proposer le truc qu'on préfère pas savoir. L'information est toujours plus intéressante. Posez les questions, vous serez surpris d'avoir des réponses généralement très précises qui vous permettront de potentiellement d'ajuster le tir ou de faire remonter des objections que vous n'aviez pas réussi à faire remonter dans les phases d'avant. Et enfin, le closing. Alors, le closing, c'est encore un petit peu différent. Évidemment, il y a la conversation sur l'offre dans laquelle peut survenir des négociations. Mais au-delà de cette évidence, il y a des conversations qui vont vous permettre de déclencher une prise de décision. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus nocif qu'une opportunité qui est en closing pendant des mois, sans qu'on sache pourquoi le client réfléchit. Et on a trouvé en fait 2 conversations qui peuvent déclencher une prise de décision, comme une conversation sur le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça coûte en fait à votre prospect de ne pas prendre de décision sur ce sujet? Et les conversations sur l'ultime obstacle. Qu'est-ce qui est la dernière chose? Qu'est-ce qui pourrait être levé qui permettrait au client de prendre sa décision, au prospect de devenir un client? Ou tout simplement de vous dire non. Mais l'important, c'est d'avoir une réponse. Et la dernière conversation, c'est la conversation sur les motifs d'échec. Parce que perdre en soi, c'est pas grave si on apprend pourquoi on a perdu. Par contre, si vous perdez des tas d'opportunités sans savoir ce qui a posé problème, vous ne progressez pas. Si votre process de vente ne progresse pas, ne s'améliore pas, vous améliorerez pas vos résultats. C'est hyper important. C'est important pour que le commercial s'améliore. C'est important pour que l'entreprise s'améliore. Et puis, ça permet aussi alors, ça arrive, et pas si rarement que ça. La conversation sur l'échec m'a déjà mené à finalement signer un deal. Parce que quand on pose les choses comme ça, ok, pourquoi ça ne l'a pas fait? Et qu'on décrit, paf, il y a une objection qui revient, et mais en fait, oui, non, mais vous n'avez pas compris, ça se passe comme ça. Ah bon? Ah du coup, c'est bon. Donc, c'est une conversation importante à avoir, et c'est une conversation qui est très rarement poussée par les équipes commerciales. Donc voilà pour la présentation. C'est facile à avoir néanmoins, parce que non, c'est pas simple. Les clients la fuient aussi. Ouais. Et pour vouloir la mener, on peut parfois courir derrière les clients pour la voir parce qu'ils n'osent pas la voir et qu'ils n'ont pas le courage de la voir. Mais c'est quand même une bonne habitude à prendre, même si on se fait ghoster parfois. Parce que ça, c'est très compliqué. Hein, là, ça arrive. Alors, il y a quand même quelque chose dans l'utilisation de la méthode du Q2C Selling. Il y a quand même un rapport de transparence avec votre prospect. Dès le début. C'est-à-dire que dès la qualification, vous allez parler du processus de vente, vous allez expliquer les différentes étapes. Et en fait, en toute honnêteté, depuis que nous, on l'utilise systématiquement, on est beaucoup moins ghosté. Je pense que c'est la manière d'amener ces conversations qui est dans la transparence dès le départ. Je pense que les prospects sentent qu'ils peuvent tout nous transmettre de manière transparente et peut-être qu'ils se mettent moins de freins aussi à nous répondre. Alors, il faudrait que je puisse avoir plus de retours, de plus d'utilisateurs pour vérifier. Est-ce que dans le process que tu présentes au début sur ta conversation sur le parcours, tu annonces la conversation sur l'échec? Oui, alors oui, puisque j'annonce toujours le fait que on précise ensemble quelle est la date, en gros, de prise de décision envisagée, et j'explique que voilà, donc en fonction de ça, on fera un point pour qu'ils puissent m'expliquer pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'avait pas avancé ensemble? Donc tu as raison, c'est peut-être aussi le fait de l'annoncer dans le parcours qui fait ça. Mais en tout cas, il y a un vrai ça fait un moment qu'on n'a pas été ghosté, pour être franc, et pourtant il y en a quand même des opportunités qu'on a ratées, mais ça fait un moment qu'on n'a pas été ghosté, mais c'est intéressant parce que du coup, il faudrait que je puisse creuser avec d'autres utilisateurs de la méthode pour voir s'ils ont constaté la même chose, et s'ils n'ont pas constaté la même chose, est-ce qu'ils annoncent dans la conversation sur le parcours qu'il y aura cette conversation à la fin. Ouais, parce que moi j'ai quelques souvenirs de ghostage, mais sans avant d'utiliser Q2C sur de jamais réussir à avoir les causes de l'échec avec des gens qui fuient la conversation en question. Je rebondis sur Gérald qui nous a précisé
qui nous a précisé ce qu'il disait par rapport à Salesforce. Alors pour le coup, il allait plutôt dans notre sens, dans le sens, enfin tel que je l'interprète, à savoir que Salesforce et un certain nombre d'acteurs américains se retrouvent avec des process extrêmement scriptés, y compris en B2B, avec, comme le dit Gérald, des questions très inquisitrices, des tâches qu'ils te donnent à faire et tant que tu les as pas faites, ils te font pas avancer dans le parcours, etc. Avec un côté quand même extrêmement frustrant quand tu es acheteur de te retrouver embarqué dans un truc qui te prend du temps alors que tu peux pas c'est pas toi qui mène le process et tu es complètement dépossédé et tu peux juste arrêter de suivre le process, mais si tu veux avoir une réponse à une question avant d'avoir franchi toutes les étapes, il te laisse pas du tout passer. Et je trouve que c'est beaucoup trop strict là-dessus et c'est pas notre propos. Néanmoins, notre propos est de dire que et ça, c'est important, tu l'as pas dit aujourd'hui, tu l'avais dit la semaine dernière, que un process de vente a un coût. Passer du temps avec les clients, ça a un coût. Et donc, il est quand même très important de travailler la disqualification. Et il est très important d'évaluer si il faut investir ce temps avec les clients. Et en cela, c'est quand même ça qui est structurant dans le go-no-go tree, même si ça doit pas être scripté, inquisiteur et que ça doit être souple à travers des conversations d'humain à humain. C'est très important que certaines informations soient obtenues pour décider ou non de franchir une étape. Ça sert à rien, je donne un exemple dans le monde des agences, d'investir beaucoup de temps avec un client si on sait que le client, il a consulté 15 agences. Et donc cette information-là, elle est importante à obtenir. Et si le client veut pas l'obtenir, c'est qu'il a un truc à cacher. Et si il veut pas l'obtenir, il ne veut pas la donner et qu'on l'a pas, on peut juste dire qu'on arrête. Il faut oser le faire parce que sinon, c'est perdre son temps, c'est produire de la valeur et investir en avant-vente pour rien. Et donc on doit aussi être ferme, mais dans un cadre pas scripté, plus conversationnel, etc. Et alors ça, c'est une crainte qui est souvent remontée par des commerciaux, c'est dire mais si je bloque, bah du coup peut-être ça aurait été une opportunité qui fonctionne quand même. Et si je lui dis bah ouais, mais si j'ai pas cette information-là, je vois pas pourquoi on continuerait, bah je risque de le froisser. Faut savoir que on pourrait identifier ça comme un peu de l'anti-vente. Et sachez que l'anti-vente est un excellent argument de vente. C'est-à-dire que ne pas être tout le temps en demande et être aussi là pour avoir des exigences sur la qualité de votre relation avec votre prospect, ça peut aussi vous faire gagner une vente. Parce que bien sûr, enfin, on est sur le vieil adage fuis-moi, fuis-moi, je te fuis, et suis-moi, je te fuis. Ça marche Exactement. aussi dans la séduction. Quand on a trop faim, on séduit personne. Hein. Mais c'est ça, et donc il faut pas en avoir peur. Évidemment, c'est plus facile, et on en parle un peu dans l'animation, c'est plus facile quand on n'a pas forcément une énorme pression sur des objectifs quantitatifs ou quand les règles sont bien établies parce qu'on va être capable de défendre pourquoi est-ce qu'on considère qu'on n'avance pas ce process. Plus on a de pression, plus c'est difficile à faire, mais faites-le parce qu'en fait, vous allez finalement avoir un meilleur taux de closing de toute façon en faisant ça. Et effectivement, alors sur la question de Salesforce, j'ai plusieurs éléments de réponse aussi. On a construit la méthode pour tout le monde, pas que pour Salesforce. Et en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent dire qu'elles sont similaires à Salesforce en termes de positionnement sur leur marché, de force marketing. C'est pas l'immense majorité des entreprises. Néanmoins, même Salesforce peut utiliser la méthode pour enrichir ses scripts. Donc, on a vraiment construit une méthode qui puisse être utilisée et appliquée par tout le monde. Mais par contre, effectivement, ça n'enlève pas certaines particularités. C'est aussi plus facile pour un Salesforce d'accepter de créer une expérience de vente plus frustrante et plus scriptée, dans le sens où ils ont une position archi-dominante avec un marketing extrêmement puissant, mais qui parmi vous peut dire ouais non mais moi je suis aussi fort que Salesforce, je peux faire exactement comme eux. Enfin voilà, il y a aussi ce contexte-là à prendre, et donc voilà, la méthode elle s'adresse
à Salesforce, je suis sûr que les équipes de Salesforce peuvent trouver des choses intéressantes, mais pas que aux entreprises qui ressemblent à Salesforce. Elle doit pouvoir aussi s'appliquer à un indépendant, à une entreprise, à une agence de 10 personnes, de 50 personnes, des entreprises qui sont sur des appels d'offres ou des entreprises qui sont plutôt sur du gré à gré, des entreprises qui ont un marketing fort et des entreprises qui ont un marketing faible. Peu importe. L'idée, c'était vraiment de créer une méthode qui vous aide à vendre plus. Et on a mis tous les éléments qui sont utiles à l'ensemble des entreprises pour cet objectif-là. Un élément que je souhaite rajouter qui est important, dont on a parlé la dernière fois qu'on a présenté la démarche, c'est qu'on est sur une approche qui s'appuie sur l'intelligence collective. C'est le propre de toute la collection de livres qu'on a créé, Acquisition Strategy Design, 3 méthodes marketing pour les RH, Customer Experience Redesign et bientôt Brand Strategy Design. C'est que ce qui est intéressant, c'est que vous créez le process avec l'ensemble de votre équipe commerciale. Donc, c'est pas quelque chose qui va être imposé, vécu de façon contrainte, comme venant de la direction ou venant de consultants. C'est quelque chose qui va être co-construit et qui va pouvoir s'améliorer dans le temps. Avec une prise de conscience collective de cette logique de go-no-go-tree et de des informations importantes et de quand on disqualifie et de quand on avance, de quelle façon on avance et combien on investit. Et puis, c'est aussi de la décision collective qui est de dire on va utiliser telle conversation, telle stories ou tel contenu. Et donc, on travaille ensemble le process dans une logique d'intelligence collective avec l'ensemble de l'équipe commerciale. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important pour créer du consensus, pour qu'il y ait de l'adoption et que ce soit pas mal vécu par les commerciaux, comme tout ce qui est de l'ordre de la contrainte ou du script, etc. Là, on est dans quelque chose de très collaboratif. Brigitte nous pose la question de qu'en est-il de la posture, look, langage, respect des valeurs, empathie? Alors, c'est intéressant parce que on a le plus abordé dans le bouquin. Ouais, on l'a pas traité en tant que tel, dans le sens où on n'a pas créé une partie sur quel est le look qu'il faut avoir ou quel est le langage qu'il faut avoir ou des choses comme ça. Par contre, dans la première partie de la méthode, sur la méthode de structuration, on a le Sales Process Canva, qui est l'idée de se poser la question de qui sont les bons clients, quels sont les bons projets ou des choses comme ça. Et dans ces éléments-là, il y a les éléments de culture d'entreprise, de valeurs qu'on partage ou non avec le client. Il n'y a pas un look qui va vous permettre de vendre plus, il n'y a pas un langage qui va vous permettre de vendre plus, il y a uniquement des contextes et un fit culturel à avoir entre votre entreprise et vos prospects. Plus ce fit culturel est fort, plus vous avez de chances de signer. Et en fait, ces éléments-là se retrouvent dans les questions qu'on pose. Qui sont les bons clients pour nous, qui sont alignés avec nos valeurs ou des choses comme ça. Il y a aussi souvent sur la question du look, il y a une idée qui est souvent sous-tendue qu'on peut vendre à n'importe qui si on est fort. C'est pas vraiment le concept qu'il y a derrière le Q2C Selling. Alors évidemment, un très bon commercial devrait réussir à vendre à peu près n'importe quoi. Dans n'importe quel contexte, il sera efficace. Mais par contre, il n'y a pas être en costume, c'est plus efficace qu'être en polo. Pas du tout. Être en jupe, c'est plus efficace que d'être en pantalon. Même chose. Parler avec un langage... Ça va dépendre du client, des questions de culture. Ça peut pas être généralisé, en fait. Le fit culturel est abordé dans le Sales Process Canva. Et derrière ce fit culturel, il y a ces éléments-là. Qui sont tes clients, qui est ta cible, on doit être à l'image de ses clients et vice versa. Et en fait, ça fait partie des éléments de vérification qu'on peut avoir dans la conversation sur l'identité, dans la conversation probatoire au départ. Enfin, on doit être à l'image de ce qu'attendent ses clients, qui n'est pas toujours l'image de ses clients. Un directeur de création d'agence qui viendrait avec un costume et une cravate, dans un grand compte corporate où tout le monde est en costume et en cravate, ne serait pas bien considéré comme directeur de création. Donc, lui se doit de venir en étant un peu extravagant, en ayant une touche particulière, etc. Et ça fait partie de ce que les gens attendent de lui. C'est du marketing et c'est quasiment du packaging de service. Là. En l'occurrence, il faut packager son service et sa proposition de valeur. Là où le responsable de compte, lui, devrait être en costume cravate pour ressembler à son client. Oui, tout à fait, Sylvain. C'est pas toujours simple. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Et puis parfois, faut savoir l'assumer aussi. Typiquement, nous, on nous a déjà fait la réflexion de dire qu'il trouvait que notre communication était peut-être pas assez polissée.
probablement que de toute façon, on n'arrivera pas à s'entendre en bossant ensemble parce qu'on n'a pas du tout cette vision d'un marketing qui doit être policé quand on travaille. Et du coup, si on a un désalignement sur cette perception, c'est compliqué. Et on peut faire, et en l'occurrence, nous, on a fait le choix dans notre sales process Canva de dire que si on n'a pas cet alignement de valeurs, eh ben, c'est no go et c'est pas grave. Donc, ça fait partie des éléments à vérifier. Bon, je vais essayer de passer du coup plus rapidement parce que je vois le temps qui défile. Juste, il y a une question de Nicolas sur les décisions. Si dans nos outils, on a prévu de l'amélioration continue du process, oui, ça est très important, avec une logique de post-mortem qui permet d'évaluer les raisons des échecs, de faire évoluer le process. Je te laisse compléter si ouais, c'est vrai qu'on a abordé ça dans le précédent webinaire qui était sur la première partie, la méthode macro, si tu veux, de structuration. Et la quatrième étape de la méthode, c'est l'amélioration continue de cette méthode, dans lequel on a proposé des outils tout simplement pour challenger son approche. Et surtout, on a lié en fait un certain nombre de problématiques, de motifs d'échec qu'on aborde dans cette conversation sur l'échec. On a retracé leurs sources dans le processus de vente. L'idée était de dire si vous avez telle ou telle cause d'échec, la source provient probablement de telle ou telle phase du processus de vente qu'il va falloir améliorer. Ça peut être la proposition de valeur, ça peut être la qualification, et donc on a donné des éléments comme ça parce que effectivement l'amélioration continue est clé. Surtout si c'est la première fois que vous déployez la méthode, il y a toutes les chances que ce soit pas parfait. Et la perfection, c'est un objectif à atteindre qui est quelque part inatteignable, mais pour s'en rapprocher, c'est une démarche. C'est pas un process parfait, c'est la manière dont on va le faire évoluer. Parce que aussi, spoiler alerte, le process parfait une année peut ne plus être le process parfait l'année suivante. Pourquoi? Parce que le contexte a changé, le marché a changé, vous avez changé, vos produits ont changé. Et c'est pour ça qu'on a orienté cette méthode qu'on a créé une méthode de création de son processus de vente et pas un framework qui se voudrait universel et qui marcherait dans tous les cas. Ce qu'on retrouve souvent. Mais c'est jamais vrai. Et c'est une grosse frustration dans l'utilisation des techniques de vente plus classiques que de dire, ouais, mais en fait, le framework, c'est ça, mais pour moi, ça marche pas complètement. Et du coup, finalement, on finit par pas l'utiliser, quoi. J'avais pas vu s'il y a d'autres questions. Non, c'est bon, on va avancer sur les histoires. Non? Ouais, très bien. Alors attends, je vais te retrouver le Canva, la page du Canva. Ouais, parce que je navigue pas très vite, moi, sur mon... C'est en fin de... Je suis toujours dans les contenus. Et vu que j'ai plus les références en tête... Alors, il est en page 319. Ok, je vais aller plus vite alors. Non, je peux pas faire comme ça. Donc, effectivement, donc les stories, le principe, c'est quand tu amènes un argument, il ne faut pas se contenter de présenter l'argument de manière, on va dire, factuelle ou simplement les caractéristiques et les bénéfices qu'il va t'amener. Chaque argument devrait être introduit dans une histoire. Ça peut être une histoire que vous avez eue avec un client, avec un prospect, une histoire personnelle. L'important, c'est de vraiment structurer ça comme vous le ferez, comme un marketeur le ferait en storytelling, en fait, le point. Pourquoi? Le problème d'une approche caractéristique avantage-bénéfice, c'est qu'elle oublie un aspect extrêmement important de la vente et même du simple fait de convaincre quelqu'un qui sont les émotions. Votre prospect, c'est un humain, et un humain, il n'analyse pas les choses comme une machine. Je suis sûr que tous les commerciaux chez nous, enfin chez eux, qui m'entendent, qui lisent, ont déjà eu le moment où ils ont dit mais j'ai perdu ce deal, j'ai pas signé, alors que objectivement sur tous les critères on était meilleur. C'est forcément quelque chose je suis sûr que vous avez déjà connu cette situation-là. C'est la preuve que les simples critères qui pourraient être objectifs ne suffisent pas. Alors évidemment, il y a d'autres choses, peut-être vous n'avez pas identifié les bons critères,
Ça, c'est un autre sujet. Mais si partons du principe que vous aviez identifié les bons critères, si vous avez quand même cette impression, c'est probablement que vous avez échoué sur la partie émotionnelle de la vente, dans la manière de créer du lien avec votre prospect. Et ça peut passer par la manière dont vous présentez vos arguments, dont vous présentez votre histoire, dont vous présentez vous. Et quand on a dit ça, on dit c'est génial le storytelling, mais du coup, on fait comment? Alors du coup, là, on a travaillé. Donc, on s'est inspiré de beaucoup de 7 Stories Every Salesperson Must Tell de Mike Adams, qui a un très bon bouquin là-dessus. Néanmoins, on trouvait que ce qu'il proposait comme outil n'allait pas forcément assez loin et ne vous guidait pas assez dans la création de ces histoires. Et donc, on est allé un petit peu plus loin. On a créé notre propre canevas pour vous aider à structurer tous vos arguments, tous vos points sous forme d'histoire, sans oublier les émotions que vous allez véhiculer avec. Et pour vous dire, on allait chercher assez loin, hein, parce qu'on s'est inspiré des modèles qui sont utilisés dans le cinéma, dans la littérature, et on a simplifié tout ça pour l'amener dans un contexte business. Il y a un autre élément qui rend le storytelling particulièrement efficace pour convaincre, c'est que, à la différence d'un argument qu'on pourrait présenter sous un format, on va dire, pleinement objectif et factuel, l'argument issu d'une histoire est en fait une co-construction. Pour vous expliquer ce que je veux dire par là, parce que c'est pas forcément très simple avec des mots, vous avez tous déjà lu un livre et vous êtes tous déjà allés voir son adaptation au cinéma. Pourquoi est-ce que dans 99% des cas, les gens qui ont adoré un livre, qui arrivent au cinéma, qui voient son adaptation, trouvent que non, franchement, c'est pas fidèle au livre, ça me va pas du tout. La réalité, c'est que quand on vous raconte une histoire, vous créez vous aussi votre manière d'interpréter cette histoire. Et du coup, ça a plus d'impact parce que votre prospect, il construit l'histoire qu'il a envie d'entendre autant que vous lui racontez l'histoire que vous avez envie de lui présenter. Et ça rend votre argumentation beaucoup plus implantée dans son esprit. Ce sera plus facile pour lui aussi de la vendre auprès de d'autres décideurs, par exemple, de la vendre auprès de ses équipes. Et c'est tous ces avantages-là qui nous ont fait dire qu'il fallait vous proposer un moyen de structurer vos argumentaires, de structurer vos références clients, de structurer votre propre histoire sous forme vraiment de storytelling et pas d'une liste de points. Donc, on est assez loin d'une notion de pitch ou de présentation point par point d'une caractéristique. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus impactant pour votre utilisateur. Donc là, l'idée, c'était vraiment dans le bouquin de vous proposer un canevas de construction de vos propres histoires, mais dans la partie 2 du livre et dans la dernière partie d'ailleurs, dans la dernière partie, on vous propose quelques histoires emblématiques qui servent globalement qui peuvent servir à tout le monde et comment elles ont utilisé le canevas pour se structurer, pour vous donner des exemples. Et dans la partie 2 qui vous donne les clés pour réussir votre processus de vente et le faire progresser, on s'appuie notamment sur des histoires pour débloquer certaines situations que vous pourriez rencontrer à chacune des étapes de la vente. Alors moi j'ai lancé un petit sondage là que j'ai créé à la volée parce qu'on n'avait pas prévu d'utiliser Webinar Jam et qu'on a eu notre souci technique au début. Sur le fait de savoir si vous utilisez déjà des histoires dans vos processus, dans vos rendez-vous commerciaux. Moi, quand j'ai lu pour la première fois 7 Stories Every Salesperson Must Tell de Mike Adams, recommandé par Loïc Simon, le livre a fait tilt parce que c'était vraiment le fait de se dire bah oui mais c'est bien sûr c'est ce que je fais sans le savoir. Et effectivement, naturellement, pendant les ventes, je racontais mon histoire, mon parcours, l'histoire d'1 minute 30, le fait qu'on ait des cordonniers bien chaussés, l'histoire de certains de nos clients, de ce qui s'est passé, de comment ils vivaient. Et je venais naturellement nourrir une conversation de storytelling, de questions de storytelling, et c'est ça qui faisait la richesse de la vente, qui créait du lien, etc. Et quand j'ai lu le bouquin, il y a eu vraiment cette révélation, mais oui, c'est sûr, et il a ouvert des pistes pour utiliser encore plus les histoires, entre autres, on les utilise assez naturellement dans la partie qualification, découverte, quand on parle de soi, quand on se présente, quand on présente sa boîte. On les utilise moins naturellement dans les moments de closing ou dans les moments de blocage et sur lesquels on peut utiliser l'histoire de client,
l'histoire d'échecs pour débloquer des situations et le bouquin a ouvert ça. Et le marketeur que je suis trouve que le storytelling dont on parle énormément en marketing est pas si facile à faire en marketing et souvent très artificiel en marketing, alors qu'il est beaucoup plus facilement naturel en commercial parce que c'est un homme qui parle à un autre homme. Là où en marketing, on va avoir une entreprise qui parle à des hommes et donc on va être dans du one-to-many et l'histoire de l'entreprise va vite être très artificielle parce qu'elle aura été relue, corrigée, aseptisée, etc. Là où quand chaque commercial va peut-être s'inspirer d'un canevas, réfléchir comment ça se fait, etc. Mais à la fin, ce sera ses mots, ce sera son histoire, ce sera l'histoire qu'il aura bien envie de raconter avec ses émotions à lui. Comme tu le disais, c'est une co-création. Donc, même si l'histoire de l'entreprise, bah, chacun va avoir la même histoire, mais chacun va la raconter différemment avec ce qu'il touche lui plus particulièrement, etc. Et c'est ça que je trouve hyper riche. Et on a trop longtemps ignoré le storytelling dans le commerce. Et là-dessus, je dois dire que ce livre de Mike Adams est une révélation là-dessus, parce qu'il n'y en a pas eu tellement d'autres avant. À un moment, ouais, il nous a clairement mis sur la voie. Hein, et il n'y en a pas eu tellement d'autres avant, et je trouve que c'est vraiment hyper pertinent. Dans notre vision aussi du rôle du commercial, c'est que, je vais faire une analogie logistique, mais c'est un peu le héros du dernier kilomètre. C'est-à-dire que votre marketing, il peut amener le colis à l'entrée du lotissement, mais celui qui va qui va amener ce colis chez le client dans son salon, c'est le commercial qui va arriver à pousser les derniers arguments, à rentrer dans le cœur de votre prospect et à le convaincre. Et en fait, c'est sa capacité d'adaptation sur les bases d'une histoire qu'il connaît, sa capacité d'adaptation à la personne qu'il a en face, qui va le rendre particulièrement efficace là-dessus. Généralement, quelque chose qui est un peu pratiqué, mais qui est souvent, du coup, un peu gâché, c'est quand vous parlez d'une référence client, d'un cas client similaire à ce que à votre prospect. Vous êtes déjà un peu dans l'histoire. Le problème, c'est que souvent, vous coupez toute la partie émotionnelle, toute la partie amont d'un projet, vous en arrivez directement à ce que vous avez réalisé pour ces clients-là. Ce qui est une erreur. Racontez toute l'histoire. Parce que là, comme ça, la personne, elle va pouvoir se projeter. Le prospect, il va se voir vivre la même chose avec vous. Racontez toute l'histoire et racontez-la du point de vue du client. Les émotions qu'il a ressenties. C'est le client qui vit l'histoire et qui doit se projeter enfin, on veut que le client se projette dans l'histoire de notre référence. Donc, il faut pas parler de ce qu'on a fait nous en tant que prestataire. Il faut parler du parcours, de la peine, des difficultés qu'avait rencontré le client, de comment il a traversé ces difficultés et comment comment il a trouvé des solutions avec nous. Mais donc, toute l'histoire doit être racontée du point de vue du client, avec ses difficultés, ses émotions, etc. Oui, complètement. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui travaillent dans le logiciel, mais utilisez les histoires et ce canevas pour structurer vos démos. Arrêtez de faire une présentation générique de toutes les fonctionnalités qu'il y a dans l'outil. Votre prospect, il a un problème. Ce problème a de la valeur pour lui. Il vous l'a confié lors de la qualification. Structurez votre démo comme l'histoire, son histoire, de l'utilisation du produit quand il aura, enfin de votre logiciel quand il aura signé, et comment, en utilisant le produit, il va résoudre son problème. C'est vraiment construisez cette démonstration comme l'histoire de votre prospect qui va résoudre son problème. C'est beaucoup plus efficace que de présenter pendant 1 heure toutes les fonctionnalités dont se contrefout la personne que vous avez en face et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne signe pas. Je vous parle, j'en utilise un paquet des logiciels, donc j'ai fait un paquet de démos en tant que client et c'est souvent extraordinairement frustrant quand le commercial passe 1/4 d'heure à m'expliquer toutes les possibilités de collaboration, le fait de pouvoir mettre plein d'utilisateurs alors que j'ai expressément expliqué dès le premier rendez-vous qu'il n'y aurait qu'un utilisateur à la solution. Imaginez bien la frustration que ça peut avoir de toujours revenir sur ce point qui m'intéresse pas du tout et arriver à la fin de l'heure n'avoir toujours pas vu une fonctionnalité qui répond à mon problème, bah c'est échec. Et évidemment, ça vous paraît peut-être rare, je vous parle d'une exception, ça arrive constamment, mais vraiment constamment.
Donc, pensez-y. Une démo, Oui, c'est pas les quelque chose de démos type. sont pas personnalisées, sont pas centrées sur la bonne pain nécessairement. Elles sont toujours les mêmes, euh, dans le même ordre. C'est ça. Et c'est profondément chiant. Ouais. J'ai perdu mon oreille. C'est souvent, en plus, ça cache quelque chose. Enfin, ça démontre souvent un manque de maîtrise de l'outil, parce qu'effectivement, créer la bonne histoire de la manière dont le prospect va pouvoir résoudre son problème grâce à votre solution, ça demande à ce que votre commercial maîtrise suffisamment l'outil pour comprendre que quand j'ai tel problème, voilà Ou ça exactement. demande que le process ait été suffisamment travaillé en amont. Parce que Ce qui est lié, parce qu'en fait, si on le travaille suffisamment, on peut les former suffisamment à son utilisation. et parce qu'au final, malgré tout, tu vas pas avoir ton logiciel ne va pas répondre à 100 pains différentes. Donc Ben tu non. vas pas avoir 100 scénarios différents. Tu vas avoir un certain nombre de pains majeurs, souvent 3 parce que c'est bien 3, mais rarement plus de 5. Et donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement 5 démos différentes pour montrer, selon la pain identifiée, la façon dont le logiciel la résout. S'il y en a qui se pose la question, oui, mais si le client a une pain qui ne fait pas partie de ces 5 pains, en fait, pas de démo. S'il ne fait pas partie des pains que vous résolvez, bah, c'est pas la peine de faire une démo et d'avancer un process de vente qui sera mieux réfléchi. Oui, ça rejoint toute la question de la qualif initiale. Si on, effectivement, dans un logiciel, si il a une pain qui n'est pas directement celle du logiciel, ça sert à rien de tordre le logiciel. À la fin, il ne l'achètera pas et vous aurez perdu le temps de la démo et lui aurait fait perdre du temps, etc. Avec potentiellement quelqu'un qui va dire que c'est pas une bonne solution juste parce qu'elle correspondait pas à sa pain. Ouais, non, ça coûte beaucoup trop cher de faire un process complet avec un client pour qui on ne peut pas grand-chose, en fait. Et de fait, dans le logiciel, il faut toujours qualifier avant de faire la démo. Justement pour bien identifier la pain. Et ça fait partie du... Autant il faut pas se poser des questions de budget, c'est pas l'enjeu dans le logiciel, alors que c'est un vrai enjeu dans le monde du service et de l'agence, parce que quelqu'un qui n'a pas le budget, on va y perdre du temps. Dans le logiciel, on peut imaginer que la personne a le budget, que le budget, en plus, le pricing est pour partie transparent, etc. En revanche, il faut être bien sûr de la pain. Et c'est cette qualification, alors souvent la qualification se contente de se dire est-ce que cette personne-là est dans ma cible? Non, creusez bien les problèmes, parce que en fait, ce qui va convaincre votre prospect, c'est est-ce que le problème est résolu, quoi? Est-ce que mon problème est résolu grâce à cet outil-là? Donc ouais, très bonne utilisation du Canva de création d'histoire, c'est créer vos histoires de démonstration, en fait. Et ce sera beaucoup plus efficace. En plus, très naturellement, derrière, vous pourrez enchaîner avec une autre histoire, l'histoire de tout ce que va pouvoir faire votre prospect une fois que son problème est résolu, qui est aujourd'hui hors de sa portée. Parce qu'au-delà de résoudre le problème, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire au-delà de tout ça. Le temps est passé. Alors, il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui sont revenus. On va pas pouvoir faire comme d'habitude une after collaborative parce qu'on n'est pas dans Zoom. Donc, c'est un peu plus propre dans l'interface de présentation, mais c'est quand même beaucoup moins collaboratif que ce qu'on fait d'habitude sur Zoom depuis quelques semaines. Je propose qu'on prenne le temps qu'il faut pour finir, et en particulier adresser le dernier sujet des contenus. Malheureusement, on pourra être moins collaboratif qu'on ne l'aurait souhaité. Il va falloir que, voilà, je pense que la semaine prochaine, on sera de retour sur Zoom. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est assez dense là en concept, donc dans le chat, ou sinon vous pouvez même prendre la parole en appuyant sur la main qui dit speak pour intervenir et être dans un échange plus fort. Du coup, la dernière brique qu'on n'a pas abordée, c'est les contenus. Alors, dans les contenus, il y a beaucoup de choses. Vous allez avoir des contenus vous allez. Il y a une page sur laquelle tu veux que j'aille ou je coupe le partage? Je pense qu'on va pouvoir afficher une des premières pages de la partie contenu qui pourrait être intéressante.
Ouais. La page 267 ? 267, je reviens en arrière. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre avec les stories qui sont normalement la dernière partie. Ok. Vous avez les différents types de contenus. Non, du coup, j'ai pas la même numérotation sur le livre. C'est un peu plus loin. Celle-ci. Très bien. Attends, hop. Non, remonte. C'est les différents types de contenus. Ouais, celle-là. Ah, c'est ça. Ok. Voilà. Comme ça, vous avez les cadres. J'ai partagé pas la dernière version, c'est ce que me disait Jérémy tout à l'heure. Ouais. pas de souci. Donc les différents types de contenus qu'on va retrouver, on les a classifiés en contenus éducatifs, contenus collaboratifs, les contenus de conversion et les contenus d'aide à la vente. C'est une classification qui va vous permettre de vous y retrouver, qui va vous faciliter l'utilisation des contenus. Les contenus éducatifs, c'est typiquement des contenus que vous allez pouvoir prendre dans votre marketing. Une entreprise qui a une bonne stratégie de marketing, d'inbound marketing ou de content marketing, elle a des tonnes de contenus éducatifs à proposer. Et un cas d'usage, ça peut être, nous par exemple, on va avoir dans la qualification, on échange avec un prospect qui veut structurer son process de vente, améliorer son efficacité commerciale. On lui parle du Q2C selling, on lui parle de notre méthodologie. Il se trouve qu'on a un article qui décrit tout ça. Et à la fin de la qualification, je vais lui partager cet article, lui fournir. Pourquoi c'est important d'utiliser ce type de contenu ? Comme on le disait tout à l'heure, il y a les 2/3 du processus d'achat qui se fait en fait quand on n'est pas en train d'interagir avec le client directement. Ce processus d'achat, maintenant, il y a plein de points de contact. Vos utilisateurs, vos prospects vont toujours aller sur Internet et faire des recherches complémentaires. Mais l'autre caractéristique, c'est que vos prospects, ils n'ont pas le temps. Il y a un hack très simple qui consiste à leur envoyer une liste de documents d'enrichissement, une que vous avez choisie, pour les aider à faire leur recherche. Pas besoin de faire une recherche compliquée, ils ont toute la documentation nécessaire pour comprendre les concepts que vous avez abordés et puis pouvoir les partager. Il se trouve qu'en plus, si c'est vous qui les avez choisis, il y a des chances que ça vous soit favorable. C'est hyper important. Il se passe plein de choses entre deux rendez-vous. Il peut y avoir des tas de concurrents. Vous êtes à un clic de vos concurrents, globalement. Aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi faciles à trouver. Donc, baliser le terrain avec du contenu éducatif, c'est hyper important pour garder la maîtrise du processus de vente. Et puis, pour apporter de la valeur ajoutée. Je pense qu'on a tous été confrontés aussi en tant que commerciaux à des retours sur le fait que mon prospect, il n'est pas expert de ce que je vends, je peux avoir du jargon, je peux aborder des sujets qui sont complexes, qui vont l'intéresser, mais qu'il ne maîtrise pas. Si vous êtes celui qui va l'éduquer sur ce sujet-là, en lui partageant un contenu intéressant qui va répondre à ses interrogations, vous marquez des points, tout simplement, parce que vous l'avez aidé à progresser, vous êtes déjà en train de délivrer de la valeur. Ça coûte pas très cher quand on a les bons contenus. Ça présuppose d'avoir bien structuré son process de vente pour identifier les contenus qui vont être importants, bien sûr. Mais une fois qu'ils sont là, ça coûte rien de le faire et ça crée de la valeur et ça augmente vos chances de closing. Ensuite, on va avoir des contenus collaboratifs. Alors, les contenus collaboratifs, c'est quoi ? C'est tous les contenus que vous allez pouvoir co-remplir, co-compléter avec votre utilisateur. Alors, on a mis toute une liste d'exemples. Mais l'idée, c'est que plus vous allez demander à votre prospect de faire des choses dans le processus, de s'impliquer dans le processus de vente, plus vous avez de chances que ça signe, s'il accepte. Je vais prendre un exemple. On va reprendre l'exemple du logiciel parce qu'il est assez évident. Imaginez qu'une solution de marketing automation vous propose de remplir avec vous un cahier des charges des fonctionnalités dont vous avez besoin lors de la qualification. Pourquoi ce serait une très très bonne idée ? Déjà parce que vous allez pouvoir échanger très précisément et légitimer l'échange sur les fonctionnalités nécessaires pour votre client. Ensuite, vous allez probablement proposer un template, un document de base. Les éléments que vous allez mettre dedans vous sont probablement très favorables. Et en fait, en partageant ce contenu, qui va être rempli par le prospect lorsqu'il rencontrera vos concurrents, vous avez défini les règles du jeu. Sur comment vous allez être comparé aux autres. Et donc, en fait, c'est hyper favorable pour vous. Ça aide le client qui n'avait pas forcément de grille très précise d'évaluation des différentes solutions. Donc, au final, tout le monde gagne dans cette histoire. Et c'est un exemple de contenu collaboratif. Mais ça peut être aussi votre processus de vente. Vous vous rappelez, il y a une conversation sur le parcours où vous allez présenter votre processus de vente. Il y a des dates à remplir, des éléments clés à remplir. C'est quel est le rétro-planning envisagé par votre prospect.
vous lui faites remplir cette partie-là, ça devient un contenu collaboratif. Ce n'est plus votre processus de vente, mais le processus de vente de vous et de votre prospect. Et donc, vous êtes tous les deux engagés là-dessus. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Gabriel, le fait de s'engager sur, à la fin, faire un point sur pourquoi ça a réussi et pourquoi ça a échoué, ça aide à avoir moins de ghosting quand on essaie de savoir pourquoi ça a échoué. Ensuite, vous avez des contenus qu'on qualifie de conversion. C'est tous les contenus qui vont être utilisés essentiellement en fin de processus de vente qui doivent permettre de convaincre, de rassurer le prospect. Ça peut être un exemple qui pourrait être intéressant. Vous avez une solution, vous savez qu'elle peut faire économiser tant de pourcentage de dépenses à un prospect, vous avez un simulateur pour ça, et ben vous partagez ce contenu, ce simulateur d'économie pour montrer qu'en fait votre solution elle est vraiment pas chère par rapport à toutes les économies qu'ils vont faire. C'est un exemple de contenu de conversion. Et la dernière catégorie, c'est les contenus d'aide à la vente. C'est en fait les contenus qui sont là pour aider le commercial dans son boulot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'équipes commerciales où on s'aperçoit que le temps passé du vendeur à effectivement vendre est très faible. Et puis on regarde et en fait, il n'existe pas de template de reporting de rendez-vous dans le CRM. Il n'existe pas vraiment de proposition commerciale type. Il y a plein d'éléments comme ça qui vont faciliter la vie du commercial et qui vont lui permettre d'utiliser son énergie et son temps à être face à son client et à le convaincre plutôt qu'à remplir un CRM. Et le problème en plus, c'est que généralement, quand c'est vraiment très compliqué, ils ne remplissent plus le CRM et ça crée plein de problèmes. Donc, c'est un exemple de contenu d'aide à la vente. Donc, vous voyez, derrière la notion de contenu, il y a plein de choses. Il y a le fait de faciliter le travail du commercial, il y a le fait de garder la maîtrise du processus de vente et il y a le fait d'impliquer son prospect dans le processus de vente grâce à ces contenus, créer de la valeur dans ce processus pour convaincre plus facilement. Et là-dessus, Loïc Simon remarque de façon pertinente que à partir du moment où on a impliqué le commercial dans son processus le client dans son processus de vente, c'est que ça devient son processus d'achat. Oui, c'est ça. Effectivement. Et c'est important. Alors là, on l'a pas mentionné, c'est pas des parties complètes, elles sont mentionnées plutôt en première partie parce que c'était moins intéressant de rentrer dans les détails, mais on parle de choix des modalités et surtout de tâches. Faut pas hésiter à donner du boulot à vos prospects dans un processus de vente. Comme ça deviendra leur processus d'achat, comme le souligne Loïc. C'est important de les impliquer, c'est important de leur demander aussi des choses. Et encore une fois, c'est une erreur de croire que mettre des petites contraintes à son prospect va vous le faire perdre. Si lui demander un rétro-planning ou lui demander de remplir une sorte de cahier des charges de ce qu'il recherche dans une solution ou dans le service, si c'est trop compliqué de lui demander ça, en réalité, il y a très peu de chances que de toute façon ça ait abouti à quelque chose. Si le processus d'achat est sérieux, si la paye est sérieuse, il fera tout ce qu'il faut pour avancer et résoudre ce problème. Et si vous êtes celui qui est exigeant avec lui, il saura que vous serez aussi exigeant à traiter le problème. Et donc ça lui ira. N'ayez pas peur de leur demander des choses. Et en plus, encore une fois, c'est un très très bon moyen de mesurer l'engagement réel de votre prospect dans ce processus. S'il n'y a pas d'engagement, si vous n'arrivez pas à avancer, si vous n'arrivez pas à récupérer les informations que vous voulez, de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Ne perdez pas votre temps avec un prospect qui n'en est pas un. Concentrez votre énergie sur ceux qui sont vraiment là et que vous pouvez convaincre. Parce que le temps que vous allez passer à courir après un mauvais prospect, ça a un coût démesuré. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Merci Nico de faire la transition. Non, pas de questions sur ce sujet. Peut-être sur cette notion de coût, c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, Gabriel, mais on peut peut-être le rementionner ici. On l'a mentionné plusieurs fois sur le coût d'un processus de vente. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On a tendance à assimiler plutôt l'équipe commerciale à des charges fixes, mais c'est pas tout à fait vrai. Déjà, il y a un coût en temps, effectivement, tout le temps que vous passez sur des opportunités que vous auriez pu identifier comme étant
n'étant pas des opportunités très vite, c'est du temps gâché, gaspillé. Vous auriez pu faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, à partir de là, c'est déjà une perte d'argent. Mais en fait, il y a des ressources et des coûts induits par une mauvaise hygiène de son pipe commercial qui sont beaucoup plus insidieux et beaucoup plus graves. En fait, il y a deux autres problèmes très importants dans une équipe commerciale. Il y a la motivation des équipes, parce qu'une équipe qui ne croit pas en sa capacité à gagner, c'est une équipe qui ne gagnera pas. Donc, si à chaque fois qu'ils prennent un échec, à chaque fois qu'ils ont dépensé énormément d'énergie pour signer quelque chose et que ça n'a pas marché, ça a un coût moral important pour le commercial impliqué, mais pour tout le monde. Parce que ses collègues, ils voient bien que l'équipe, que les collègues de ce commercial, ils voient bien qu'il a donné de l'énergie pour y arriver. Et du coup, ce que ça leur dit, c'est qu'en fait, même si on met beaucoup d'énergie, on voit bien que ça peut nous arriver aussi, on va se planter de la même façon. C'est pas bon pour le moral, c'est comme n'importe quelle équipe, quand on perd, ça fait mal. Mais il y a aussi une notion de turnover, parce qu'une équipe commerciale qui perd sa motivation, c'est une équipe commerciale il va y avoir une hémorragie, ils vont partir. Parce que c'est un réflexe de défense. Si on est en échec quelque part, on va essayer de rebondir ailleurs. Le turnover, ça a un coût énorme pour les équipes commerciales, pour les entreprises, parce que c'est difficile de former un commercial, parce que ça prend du temps avant qu'un commercial soit pleinement efficace. Donc, quand il y en a un qui était efficace qui part, c'est compliqué. Et puis parce que c'est très difficile de recruter des commerciaux aujourd'hui. Donc, la ressource en argent est importante, mais la ressource motivationnelle et la ressource d'énergie de votre équipe commerciale doit, elle aussi, être préservée. Et donc, savoir structurer son processus de vente, ça répond à ça. Ça répond à ça parce que, en fait, vous donnez les moyens d'éviter de gâcher de l'énergie dans des opportunités qui n'en sont pas. Vous donnez des moyens à votre équipe de se former beaucoup plus rapidement et vous donnez des moyens à votre équipe de gagner beaucoup plus facilement. Donc, vous travaillez sur l'ensemble des dimensions. Bien utiliser son temps, bien utiliser son énergie et garder ses énergies à l'intérieur de son entreprise. Quand on arrive dans une entreprise et qu'on demande comment on fait et qu'il n'y a pas de processus, il n'y a rien, on part de zéro, c'est du darwinisme. Est-ce qu'on va avoir de la chance pendant la période d'essai ou pas, quoi. Ça revient quand même très souvent à ça. Et ça, en fait, c'est aussi très difficile d'évaluer la qualité d'un commercial si on n'a pas su au départ dire c'est quoi un bon prospect, c'est quoi une bonne opportunité. Est-ce que je lui ai donné la chance d'avoir des bons prospects? Parce que c'est aussi ça, avoir la chance d'être celui qui tombe sur le bon lead entrant ou le bon lead qu'on se partage, ça peut faire la différence. Donc, c'est vraiment très important de structurer son processus de vente et c'est quand même très dommage de voir qu'encore aujourd'hui, je pense que 9 entreprises sur 10 n'a pas réellement formalisé son processus de vente. Ouais, et ce qui est encore plus dommage, c'est que même quand il est formalisé, il n'est pas appliqué. Oui. Parce qu'il n'est pas équipé. Parce qu'il est pas, effectivement, parce que c'est compliqué de tout retenir, parce que même si on a fait des jolis leaflets, etc., qu'il n'y a pas un coaching suffisant et tout, c'est aussi vite lu, aussi vite oublié. Et c'est aussi, moi, quand on a travaillé sur la méthode, la problématique que je voulais résoudre en réfléchissant sur ce qui est devenu SalesDeck. Et on est vraiment là-dessus. Il faut, bien penser son process, le faire vivre, le faire évoluer, parce que comme on l'a dit, il s'enrichit en permanence, etc. Et deux, s'assurer qu'il soit respecté et que le commercial soit assisté pour le respecter. Et ça, c'est ce qu'on essaye de résoudre avec SalesDeck que je vous présenterai le 13 mai, mais le site est en ligne pour la toute première fois, salesdeck.io. Il est en ligne depuis ce matin. Nicolas est intervenu 2 fois sur des sujets de type social selling en disant en début de présentation que la conversation pouvait être asynchrone sur les réseaux sociaux et aussi maintenant en disant qu'un contenu éducatif peut être un post dans la catégorie, sur LinkedIn, dans la catégorie apparentée aux articles de blog. On est complètement d'accord, Nicolas. Néanmoins, le bouquin, on s'est concentré à partir du moment où on est dans une relation qui devient intuitu personné, au téléphone, en visio ou en rendez-vous physique. Donc, à partir du moment où on rentre dans la phase vraiment finale du processus de vente ou du processus d'achat, qui est celui d'une relation intuitu personné entre un acheteur et un vendeur,
on n'a pas du tout traité tout ce qui peut être fait en amont, que ce soit en outbound, en inbound, en social selling, qu'on peut mettre entre les deux, etc., qui sont des éléments qui ont été traités par ailleurs dans le bouquin Acquisition Strategy Design. Et on l'avait dit lors du premier rendez-vous, c'est à travers les webinaires sur Acquisition Strategy Design que on s'est rencontré avec Nicolas en me disant que c'était assez notre réflexion autour des parcours d'achat, de la compréhension des parcours d'achat clients dans leur ensemble et pas uniquement la fin du parcours. Dans Acquisition Strategy Design, on part vraiment du début de la découverte du problème et avant d'arriver à la recherche de solutions. Donc, on traite plein d'éléments où il n'y a pas encore la relation à l'entreprise. Et c'est en ayant des échanges autour d'Acquisition Strategy Design qu'on s'est rencontré avec Nicolas, qu'on a bossé sur le livre et on s'est rencontré physiquement, vu que tout ça c'était pendant la Covid. On s'est rencontré physiquement pour la première fois, une fois le livre fini. Donc, on a travaillé pendant 1 an et demi ensemble, sans s'être vus, uniquement en visio, à travers un premier échange lié à Acquisition Strategy Design. Et effectivement, je voulais juste rajouter donc sur le commentaire de Nicolas sur les contenus éducatifs qui peuvent être aussi un post. Bien sûr, c'est des process. Vraiment, en plus, on parle vraiment du même type de contenu. Mais effectivement, là, l'idée, c'était pas de parler de la phase de content marketing et tout ce qu'on peut faire autour de ça. Là-dessus, il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. C'est quelque chose et des contenus éducatifs que vous allez partager sur les réseaux sociaux. C'est un très bon moyen de rester sous les yeux de vos prospects quand vous êtes en process. C'est effectivement, s'ils vous voient régulièrement communiquer, quand bien même vous êtes en process avec eux en parallèle, ça donne une crédibilité, ça vous remet sous leurs yeux constamment et ça vous permettra de mieux closer, mais c'était pas l'objet du livre. C'est pas juste pour répondre à Loïc et à Nicolas, moi je suis d'accord avec vous que le social selling peut intervenir aussi en proposition et en closing aussi. C'était pas mon propos de dire que c'est pas le cas. Mon propos était de dire que ce qu'on a travaillé, enfin la méthode qu'on a travaillée, elle est pas liée au social selling, elle est liée plus au moment où la relation commence à être intuitu-personnée. Et on a traité un point qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, qui sont, alors je sais plus comment on l'a appelé, mais les méthodologies ou les modalités. Et dans les modalités, on peut effectivement relancer quelqu'un sur les réseaux sociaux, venir entre deux rendez-vous, partager un post, le taguer, etc. Ça, c'est des éléments qu'on a évoqués, mais de façon légère, parce que le propos ici n'est pas de faire un bouquin sur le social selling. Le propos est vraiment de construire un process de vente et pas un process d'achat, parce que là, on était plus sur Acquisition Strategy Design, qui permet aux équipes commerciales de suivre toute une démarche cohérente qu'elles peuvent faire progresser ensemble et qui leur permettent de vendre plus et plus vite, entre autres en perdant moins de temps avec des mauvais clients. Et donc avec une vraie importance de la disqualification. C'est vraiment ça le sujet. Et en adressant ce sujet, on ne dénigre pas ou on ne juge pas ce sujet différent comme le social selling. En l'occurrence, la méthode n'a pas du tout été construite en opposition au social selling. C'est pas du tout le sujet, parce que tu peux utiliser la méthode au sein du social selling, ce que j'encourage d'ailleurs à faire, parce que comme le disait ou avec du social selling, c'est ça. Quand tu fais ton social selling, tu as ces conversations-là. Effectivement, tu peux amener les conversations du Q2C selling via le social selling. Tout à fait. Enfin, il y a vraiment aucune opposition à tout ça. Et d'ailleurs, on mentionne plusieurs fois aussi dans le livre le fait que aller chercher des recommandations clients, des contacts avec son réseau, les faire interagir pendant le processus de vente, ça, évidemment, ça a un impact. Donc, c'est pas du tout en opposition social selling. Au contraire, je pense que les deux se mêlent parfaitement. L'idée n'est pas non plus de dire que le social selling, c'est uniquement de la prospection, parce qu'effectivement, enfin,
c'est la partie la plus envahissante en l'occurrence en ce moment avec tous les outils d'automatisation. Mais bien sûr que non, c'est pas ça le social selling. Mais c'est juste que le livre en tant que tel, la méthode Q2C selling ne traite pas du social selling. Il y a d'autres experts, dont toi d'ailleurs, qui sont bien mieux positionnés. C'est ce que dit Loïc encore, et pourquoi pas. Pour moi, le livre ne prend pas du tout en compte ce que les réseaux sociaux ont transformé par rapport à la démarche traditionnelle. On est d'accord, Loïc, c'est pas le sujet qu'on a voulu traiter. C'est pas un oubli, c'est pas une non prise en compte. C'est que pour nous, c'était pas le sujet qu'on voulait traiter. On a parlé de social selling plus amplement, mais pas uniquement dans Acquisition Strategy Design. Et notre sujet, il était plutôt autour du process, quel que soit le vecteur de ce process. Que ce soit au téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers le web ou en visio, le sujet, il n'est pas sur les outils, il est vraiment sur les étapes et comment on va l'enrichir. Donc les modalités, on en a un peu parlé, mais de façon extrêmement légère. Et dans les contenus, on parle du social selling, ne serait-ce que parce que tu vois, sur le fait que les réseaux sociaux ont transformé la démarche traditionnelle, c'est tout à fait vrai, mais c'est d'ailleurs la raison d'être du contenu, des contenus d'enrichissement, des choses comme ça, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, nos concurrents sont toujours là, il y a énormément de choses qui se passent, il y a des points de contact partout, et en fait, on a essayé de créer une méthode qui permet de répondre à ça, mais qui n'est pas une méthode de social selling en tant que telle. Et encore une fois, le process a changé à cause des réseaux sociaux, très bien. Mais nous, on parle pas des changements des process. On donne une méthode pour construire son propre process. Donc, on ne fait pas de la littérature sur comment les process ont changé. Est-ce qu'il faut être connu d'avance, comme le dit très bien Philippe dans son projet. Ce que je crois par ailleurs. Hein, mais... Ouais. Là-dessus, on est complètement alignés. Nous, ce qu'on dit juste, c'est il faut construire un process. Voici les étapes pour construire votre process. Pensez bien aux phases de go-no-go. Donc, qu'est-ce qui fait que vous qualifiez vos clients? Qu'est-ce qui fait que vous devez continuer ou arrêter en fonction de tout ça? Et comment faire en sorte pour bien progresser avec le client dans ce process-là, quels que soient les outils. Et effectivement, on s'oppose pas du tout au social selling. On considère juste que c'est pas notre sujet dans ce livre. Et oui, effectivement, c'est très important de comprendre qu'on propose pas un process type. Le Q2C selling, c'est pas un process type qui serait, c'est ça le bon process de vente. C'est vraiment une méthodologie pour créer le process qui fonctionne le mieux pour vous, pour votre entreprise, compte tenu de la situation. L'idée n'est pas de dire et de vos retours d'expérience et de des clients avec qui vous arrivez à signer. C'est vraiment tout ça qu'on va retrouver dans le Canva. Dans le Canva qu'on propose au début de la méthode, c'est vraiment identifier ce qui marche pour vous. Et si ça marche pour vous de faire un processus avec que des modalités asynchrones sur les réseaux sociaux, help yourself. Hein. Ouais, ça marche. Hein, on est totalement OK avec ça. On vous donne juste les outils pour construire le process qui vous correspond. Et si votre process passe par aller faire du porte-à-porte de chez vos clients en physique, allez-y. Il y a pas d'interdit. Oui, on pourra débattre sur Zoom. C'était un malencontreux incident technique. T'aurais pu intervenir avec le speak, le bouton speak, comme je l'ai suggéré néanmoins. Mais on va, sauf si tu veux intervenir quelques secondes, quelques minutes, Loïc, on arrive quand même à la fin du webinaire. Et malheureusement, moi, je peux pas rester à 11h30. Ok. Des dernières questions. À bientôt, effectivement, Loïc. Des derniers échanges. Je vous remercie tous. La semaine prochaine, je serai avec Christophe Kuhner, qui est l'un des consultants de l'agence, et on va parler de coaching et de marketing, et donc à savoir, est-ce que le directeur marketing doit être aussi un coach et quelle nature de coach il doit être. Ça va être hyper intéressant. Le Christophe, qui est un de nos consultants, ancien directeur marketing de Générix, entre autres, donc avec des gros budgets marketing, et aussi
et aussi, excusez-moi, coach certifié, et ça fait 2 ans et demi qu'il se forme, etc. Donc, on va avoir ce point de vue intéressant de la façon dont on peut coacher ses équipes dans le marketing. Je vous rappelle donc ce très bon livre qu'on a commis tous les deux avec Nicolas, Q2C Selling. On en a parlé pendant 1h30. J'espère que ça vous a donné envie de l'acheter, de le feuilleter, de le parcourir. C'est pas un livre sur le social selling, vous l'avez compris, mais il y a plein d'autres choses intéressantes pas abordées par ailleurs dans les livres sur le social selling. Donc je vous le recommande chaudement. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ne vous laissez pas impressionner par la taille du livre. Il se lit très bien et puis il n'est pas fait pour être lu d'une traite. Ouais, il peut se mettre de façon table book. Il faut le garder comme une bible. Merci à tous. Je vous remercie. Salut, à la semaine prochaine. Merci. Désolé pour le souci technique du départ.